Le patron de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, est arrivé à Bruxelles au siège de l'OTAN. Il demande à ses homologues de l'Alliance de fournir davantage d'armes à Kiev. Le Donbass est désormais la cible prioritaire du Kremlin. Le président ukrainien appelle les populations à évacuer l'est du pays. À Kramatorsk, seule grande ville du Donbass encore contrôlée par Kiev, les bombardements gagnent en intensité avec une probable offensive massive de Moscou à venir. L'Occident annonce une nouvelle volée de sanctions économiques afin d'affaiblir Moscou. Les grandes banques russes et les filles de Poutine sont notamment visées. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, a demandé à l'OTAN de lui fournir rapidement toutes les armes dont a besoin son pays pour combattre les forces russes. Le ministre ukrainien est arrivé ce jeudi au siège de l'OTAN à Bruxelles pour une réunion avec ses homologues des pays de l'Alliance Atlantique. Il espère recevoir un soutien militaire. Ma demande est très simple. Elle ne comporte que 3 points. Ce sont les armes et encore les armes. Nous sommes convaincus que la meilleure façon d'aider l'Ukraine maintenant est de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour résister à Vladimir Poutine et vaincre l'armée russe. De son côté, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, favorable à l'envoi des armes, a insisté sur le droit des Ukrainiens à se défendre. L'Ukraine mène une guerre défensive, donc la distinction entre les armes offensives et défensives n'a pas vraiment de sens. L'OTAN soutient l'Ukraine, mais nous n'envoyons pas de troupes sur le terrain. Nous devons faire en sorte que ce conflit ne s'étende pas au-delà de l'Ukraine et empêcher qu'il devienne encore plus meurtrier, plus dangereux et plus destructeur. Selon le patron de l'OTAN, la guerre en Ukraine ne donne aucun signe d'affaiblissement et pourrait durer encore plusieurs mois, voire des années. Après 6 semaines de guerre, les bombardements, la destruction de biens et les meurtres de civils se poursuivent en Ukraine. Comme ici dans le village d'Andrivka au nord-ouest de Kiev, qui porte lui aussi les stigmates de la violence des combats et où de nouvelles victimes gisant sur le sol ont été découvertes. Repoussées par l'armée ukrainienne, les forces russes se dirigent comme annoncé vers l'est du pays. La Russie prépare son armée à une attaque de grande ampleur pour ce qu'elle considère comme la libération du Donbass. Selon certains experts, cela pourrait prendre jusqu'à 1 semaine avant qu'ils ne soient en mesure de perpétrer de nouvelles attaques. Mais les autorités ukrainiennes exhortent déjà les habitants de l'Est à fuir face au danger imminent de l'offensive russe, en particulier les populations des régions de Donetsk et Lugansk aux mains de séparatistes pro-russes depuis 2014. Dans sa dernière allocution mercredi soir, le président Volodymyr Zelensky a juré de continuer à se battre jusqu'à ce que les négociations aboutissent à la paix entre la Russie et l'Ukraine. Des pourparlers qui deviennent selon lui difficiles, plus les découvertes des crimes perpétrés par l'armée russe se poursuivent. Ici à Hostomel, le maire de la ville affirme que plus de 400 personnes sont portées disparues. La ville et son aéroport ont subi le poids des avancées russes sur la capitale ukrainienne avec Irpin et Boutcha. À l'est, les convois de réfugiés se multiplient. Environ 1000 personnes sont arrivées à Zaporizhzhia en provenance de Mariupol. Le président ukrainien accuse Moscou de bloquer l'accès humanitaire dans cette ville toujours assiégée pour dissimuler les milliers de victimes. L'hôpital de Kramatorsk est secoué par l'avancée des troupes russes. Depuis 2014, cette ville est la capitale de la partie du Donbass encore contrôlée par Kiev. Dans l'hôpital, de nombreux blessés touchés par les bombardements des troupes russes ou pro-russes. Ces frappes ont touché des bâtiments résidentiels mardi. Je buvais un café, je suis allé dans la chambre et c'est arrivé en un instant. C'était inimaginable, juste bang et puis plus rien. Des éclats d'obus ont frappé Alexandre, causant de graves dommages à l'ensemble de son corps. Et dans sa tête, une question revient sans cesse. Comment pouvez-vous donner l'ordre de détruire un quartier résidentiel? C'est ce qui se passe partout en Ukraine. Vyacheslav Yepafantsev a perdu sa fille d'1 an lorsqu'un obus a traversé la fenêtre de son logement sans exploser. Il est passé par notre fenêtre et les enfants, ce sont des enfants, ils l'ont simplement attrapé. Ce n'était pas une grosse bombe. Les enfants l'ont attrapé et ça a explosé dans la maison.
Le chirurgien en chef de l'hôpital dit n'avoir jamais vu de telles blessures, alors que la guerre dans cette région a commencé en 2014. En parallèle, des milliers de personnes se pressent à la gare pour partir. Les voies ferrées ont été endommagées par les bombardements, interrompant le trafic pendant quelques heures. Kramatorsk pourrait bien être la prochaine cible de l'armée russe, qui, à défaut d'avoir pris l'ouest du pays, cherche à contrôler l'ensemble du Donbass. Après les découvertes macabres à Boutcha, l'Occident accentue la pression sur Moscou. L'Union européenne ainsi que les États-Unis ont annoncé une nouvelle volée de sanctions économiques contre la Russie afin de paralyser l'effort de guerre de Vladimir Poutine. Parmi les cibles de la Maison-Blanche figurent les filles du chef du Kremlin ainsi que l'épouse et la fille du ministre des Affaires étrangères russe. Nous avons remarqué que le président Poutine et les oligarques russes cachaient des actifs et des ressources dans les comptes bancaires des membres de leur famille. C'était donc difficile d'accéder à ces capitaux, c'est pourquoi ces personnes ont été sanctionnées. Ces sanctions touchent de nouveau les grandes banques russes. Ces institutions subiront notamment un gel de tous leurs avoirs en contact avec le système financier américain. Mais certains remettent en cause l'efficacité de ces mesures. Sincèrement, la meilleure réponse a été les missiles anti-chars et les drones. Maintenant, il y a même des chars en provenance de la République tchèque. Les sanctions économiques s'intensifient chaque jour depuis les États-Unis, l'Europe et les autres pays riches. Cela cause beaucoup de dégâts à l'économie, mais cela ne change pas d'un iota le comportement russe. L'Union européenne envisage également son 5e train de sanctions. Elle prévoit un embargo sur les importations de charbon russe et plus largement sur la restriction du commerce avec son voisin oriental. Les sanctions devraient être finalisées dans la journée, car les représentants des 27 ne sont pas parvenus à s'accorder ce mercredi. En cause, plusieurs pays dépendants du gaz russe, Allemagne en tête, sont très réticents à ces mesures qui pénaliseraient lourdement leurs économies. 43 jours à peine après avoir envahi l'Ukraine, les Russes commencent à ressentir les effets des sanctions occidentales. Certaines chaînes de magasins ont fermé, et dans ceux qui restent ouverts, les prix des produits ont grimpé en flèche. Ces habitants de Saint-Pétersbourg ont désormais du mal à faire leurs courses alimentaires. Vous allez au magasin, vous regardez les prix et honnêtement vous avez peur parce que c'est très cher. Puis vous rentrez chez vous, vous regardez vos achats et vous n'avez presque rien acheté parce que c'est hors de prix. Nous n'étions absolument pas préparés à cela. Les prix ont augmenté, mais pas les salaires. Cela ne me convient pas, les prix augmentent beaucoup. Cela ne me plaît pas du tout et je vais au magasin tous les jours. Les nouvelles sanctions que souhaite prendre Bruxelles pourraient encore rendre la situation plus difficile pour les Russes issus des classes moyennes et pauvres. Reste à savoir combien de temps la population pourra tenir dans cette situation. Le président du Yémen a annoncé la création d'un nouveau conseil présidentiel pour diriger le pays ravagé par la guerre civile depuis 2014. Je délègue de manière irréversible mes pleins pouvoirs à ce conseil, a indiqué ce jeudi matin le président yéménite Abdurrabou Mansour Hadi. La semaine dernière, les rebelles houthis et le gouvernement avaient accepté de cesser les combats pendant au moins 2 mois. Un manifestant a été tué mercredi dans le sud du Pérou lors d'une nouvelle journée de revendication contre la hausse des prix du carburant. Les affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre ont également fait 15 blessés, dont 12 policiers. Le président Pedro Castillo avait instauré lundi soir un couvre-feu qui a été rapidement levé sous la pression populaire et du Parlement. Un village contrôlé par les rebelles dans la province syrienne d'Idleb a reçu une aide alimentaire pour le mois du Ramadan. Selon les bénévoles, c'est plus de 280 familles qui pourront bénéficier de cette aide. D'après le Programme alimentaire mondial, après plus de 10 ans de guerre civile en Syrie, près de 60% de la population est dans une situation d'insécurité alimentaire.